qu'on peut voir sur cette carte, c'est que finalement, c'est sur des espaces extrêmement grands qu'il y a eu une opération coordonnée, des aéroports qui sont assez éloignés les uns des autres, celui d'Aalborg qui est dans le nord et qui est aussi une base militaire, celui d'Esbjerg, celui de Sonderborg et celui de Skrydstrup, pas facile à prononcer en tout cas. Ça montre à quel point l'opération a été coordonnée. Les autorités ont invité la population d'ailleurs à signaler tout survol suspect à leurs yeux, notamment lorsqu'il s'agit de survol d'infrastructures critiques comme des aéroports. Alors, il y a eu évidemment des perturbations. Plusieurs vols ont été perturbés. Un vol a été dérouté, mais tout de même beaucoup moins que lors de une opération du même type qui a eu lieu au-dessus de l'aéroport de Copenhague, mais qui avait eu lieu plus tôt, c'est-à-dire à un moment où les vols étaient plus nombreux. À ce moment-là, il y avait eu quelques 10 000 passagers qui avaient été impactés, une centaine de vols qui étaient annulés. Alors évidemment, côté danois, on réagit. La ministre Mette Frederiksen avait déjà souligné il y a 2 jours que c'était déjà l'attaque la plus importante sur une infrastructure critique du pays. Enfin, des survols en tout cas. Hein. Exactement. Aujourd'hui, on entendait cette nuit le commissaire de la police danoise expliquer que ces 2 opérations se ressemblaient étrangement. Une façon de tester, selon lui, la réaction des autorités danoises. Clairement, ces appareils, on voulait qu'ils soient vus. On en parlait tout à l'heure, certains appareils volaient avec tout feu allumé pour que ça n'échappe finalement au regard de personne. Ouais. Et l'hypothèse aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une attaque évidemment, mais plutôt une volonté de tester, de voir la réaction des autorités danoises lorsque des appareils survolent des lieux aussi sensibles que des aéroports. Et c'était la même chose à Oslo il y a quelques jours également, et les Européens se posaient la question de la réponse à apporter à ce type de situation. Hein. Une réponse toujours plus criante parce qu'une urgence désormais, puisque on a vu ces appareils survoler ces aéroports, mais déjà depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, les provocations se multiplient. Alors évidemment, tous les regards sont tournés vers la Russie qui nie en bloc, mais il faut se rappeler que le vendredi 19 septembre dernier, c'est 3 MiG qui avaient survolé pendant 12 minutes avec leur transpondeur éteint le ciel estonien. Les Russes ont expliqué que le plan de vol était clair et qu'ils n'ont finalement pas dérogé aux règles de survol et qu'ils étaient dans l'espace international. Ouais. On a vu le 21 septembre 2 avions allemands qui ont été obligés d'intercepter un appareil de reconnaissance russe. Et quelques jours auparavant, on se souvient que la Pologne avait vu 20 drones survoler son espace aérien. Et pour la première fois depuis 1949, des avions de l'OTAN ont abattu 3 drones. Quelle réponse apporter ? De plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il faut systématiquement abattre des appareils qui rentrent dans l'espace aérien théoriquement contrôlé par l'OTAN. Les Polonais ont expliqué qu'ils abattraient tout objet volant qui rentrerait dans le territoire, avec tout de même un peu de prudence de la part du président polonais qui explique qu'évidemment, il faudra que les situations soient claires et elles ne le sont jamais. Finalement, depuis que ces provocations ont commencé. On a vu aussi le président américain Donald Trump expliquer, abattez-les, ces avions, dès qu'ils rentrent dans votre espace aérien. Le président tchèque est sur la même ligne. On a entendu la ministre de la Défense lituanienne dire il faut faire comme les Turcs. En 2015, un avion russe est rentré pendant 15 secondes dans l'espace aérien turc. Il a été immédiatement abattu. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Les Allemands explique que ça pourrait être contre-productif. Ce sont les mots du ministre de la Défense allemand Boris Pistorius, parce qu'il explique que ces violations sont bien sûr dangereuses et qu'elles provoquent des risques toujours plus grands d'accidents et de malentendus. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège de la provocation de Vladimir Poutine. Tout le monde n'est pas donc d'accord et finalement c'est sans doute sur ces hésitations que table Vladimir Poutine qui considère que ce fameux article 5 qui prévoit qu'en cas d'agression d'un des membres de l'OTAN, les autres réagissent, que cet article 5 n'est qu'une illusion.
Ces hésitations d'ailleurs des Européens et de l'OTAN, elles sont d'autant plus fortes que l'Amérique de Donald Trump, elle, est imprévisible. C'est vrai, Donald Trump qui souffle le chaud et le froid. On se souvient que depuis son arrivée au pouvoir, il a à plusieurs reprises remis en cause la solidité des liens qui l'unissent à l'OTAN. Beaucoup se sont interrogés sur la réaction des États-Unis s'il y avait une agression directe contre un pays de l'OTAN, tout en affirmant ces derniers temps, on l'a entendu, vouloir défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. C'est les déclarations les plus récentes du président américain. Mais finalement, les Russes aussi doivent faire face à cette imprévisibilité de Donald Trump. Il ne leur a pas échappé que le président américain n'a pas hésité à frapper l'Iran il y a quelques semaines. Il ne leur a pas échappé non plus ce changement de ton de ces dernières heures à l'égard de Volodymyr Zelensky, qui avait été un peu houspillé, on se souvient, à la Maison-Blanche. Eh bien, aujourd'hui, Donald Trump explique que l'Ukraine pourrait être en capacité de reprendre tous les territoires qui ont été conquis par les Russes et a qualifié la Russie de tigre de papier. Donald Trump, toujours aussi imprévisible pour ses alliés comme pour ses adversaires.